Bonjour à toutes et à tous. Pour cette seconde intervention de la journée de clôture de la chaire d'AMI, je voudrais aborder ce que j'appellerais l'actuaire augmenté. Cette expression ne signifie pas que les méthodes traditionnelles seraient devenues obsolètes. Elle désigne un actuaire qui conserve ses outils probabilistes, sa compréhension du risque et sa capacité d'interprétation, mais qui sait les enrichir grâce à des données plus fines et à de nouveaux algorithmes. Je présenterai deux mouvements complémentaires. Le premier consiste à utiliser plus intelligemment les données dans les modèles classiques, notamment les GLM, les modèles additifs et les méthodes de provisionnement. Le second ouvre de nouveaux usages, prévision de mortalité, détection de fraude, valorisation rapide de portefeuilles complexes et recherche de stratégies optimales. L'objectif n'est pas de remplacer l'actuaire par l'algorithme, mais de lui fournir des outils plus souples, plus rapides et mieux adaptés à la richesse des données. Cette carte donne une vue d'ensemble des domaines où la data science peut enrichir l'actuariat. Le premier bloc concerne la connaissance. Ouvrages, notes de cours et ressources ouvertes diffusent les méthodes et contribuent à former une communauté. Le deuxième concerne la tarification. Les GLM restent très utilisés, mais ils peuvent être enrichis par de nouvelles variables, des pénalisations et des modèles additifs plus flexibles. Le provisionnement constitue un autre champ majeur. On peut travailler au niveau agrégé à partir des triangles de développement ou au niveau individuel en suivant chaque sinistre. Le risk monitoring mobilise des outils pour prévoir la mortalité et détecter la fraude. Enfin, le data analytics peut accélérer la valorisation du capital de solvabilité ou de portefeuille de rente variable et apprendre des stratégies de couverture. Ces sujets partagent une même logique. Les modèles actuariels fournissent le cadre économique et probabiliste. Les algorithmes exploitent davantage d'informations et représentent des relations plus complexes. Avant les applications, il faut souligner l'importance des ressources pédagogiques. La diffusion de la data science actuarielle dépend de références accessibles, reproductibles et adaptées à l'assurance. La série Effective Statistical Learning Methods for Actuaries de Michel Denuy, Donatien Hainaut et Julien Truffin propose une progression en 3 volumes, GLM et extension, méthode fondée sur les arbres, puis réseau de neurones. Elle montre une continuité plutôt qu'une opposition entre actuariat traditionnel et machine learning. Les notes de Mario Wüthrich et Michael Merz insistent sur la validation hors échantillon, la régularisation et les applications à la tarification non-vie. LOS Data Analytics est, pour sa part, un manuel ouvert associant théorie, exemple et code. Ces ressources contribuent à fixer un vocabulaire commun entre actuaires et data scientists, à préciser les bonnes pratiques et à rendre les analyses reproductibles. La formation constitue donc elle-même un enjeu de transformation professionnelle. La communauté se structure également par les conférences et les compétitions. Les rencontres Insurance Data Science de Londres puis de Zurich ont créé un espace spécialisé où chercheurs et professionnels discutent des méthodes et des contraintes propres à l'assurance. L'édition 2021 doit se tenir en ligne au mois de juin. Les compétitions jouent un rôle complémentaire. L'Insurance Pricing Game sur iCrowd ne demande pas seulement de prédire le risque. Les participants doivent fixer des primes sur un marché concurrentiel et arbitrer entre volume, sélection et rentabilité. Le challenge Kaggle sur les accidents du travail porte sur la prévision des montants à partir de données synthétiques. Ces événements accélèrent la circulation des idées et permettent des comparaisons sur des bases communes. Mais une bonne performance dans une compétition ne garantit ni l'interprétabilité, ni la stabilité temporelle, ni la conformité réglementaire. Le rôle de la recherche actuarielle est de transformer ces innovations rapides en méthodes robustes, documentées et utilisables dans l'entreprise. Le premier grand thème d'application est le feature engineering pour les GLM et les modèles additifs. On peut conserver un cadre actuariel interprétable tout en améliorant fortement la représentation des variables.
Les données télématiques automobiles décrivent la vitesse, les accélérations, les freinages ou les types de route. Utilisées directement, elles sont trop volumineuses pour un GLM classique. Mario Wüthrich propose d'en sélectionner des covariables pertinentes. Gao et Wüthrich utilisent des auto-encodeurs ou une décomposition en valeurs singulières pour résumer les cartes de chaleur de conduite par quelques facteurs. Verbelen, Antonio et Kleskens étudient également le pouvoir prédictif de la télématique. Les temps passés dans différentes conditions sont des données compositionnelles et doivent être analysées conjointement. Des modèles additifs représentent ensuite leurs effets non linéaires. Le machine learning sert donc ici à extraire des caractéristiques tandis que le modèle final reste explicable. Il faut cependant vérifier la stabilité des variables construites, leur sens métier et l'absence de discrimination indirecte. Or, le deuxième levier est la régularisation. Lorsque le nombre de variables et de modalités augmente, un GLM non contraint risque de surajuster les données et de produire des coefficients instables. La pénalisation Binary City, proposée par Alaya, Bussy, Gaifas et Guillou, concerne les variables encodées en indicatrices. Une variable continue est d'abord découpée en intervalles. La pénalisation favorise ensuite l'égalité entre les coefficients de classe voisine, sauf lorsqu'une rupture est réellement soutenue par les données. On obtient un effet par morceau avec un nombre limité de changements. La méthode associe parcimonie et fusion de niveaux voisins. Elle tient compte de l'ordre naturel des classes, contrairement à un lasso appliqué séparément à chaque indicatrice. Pour la tarification, l'intérêt n'est pas seulement prédictif. Il faut construire des tranches stables, compréhensibles et suffisamment simples pour être maintenues dans le temps. La régularisation permet donc de trouver un compromis entre flexibilité statistique et lisibilité du tarif. Cette diapositive présente deux autres stratégies de construction automatique des classes tarifaires. Henkert et ses co-auteurs ajustent d'abord un modèle flexible, par exemple un GAM, afin d'estimer un effet continu ou spatial. Un arbre ou une procédure de clustering transforme ensuite cet effet en un nombre limité de classes. Un effet géographique complexe peut ainsi être résumé par des zones tarifaires homogènes. De Vries, Antonio, Reinkens et Verbelen proposent une régression parcimonieuse avec plusieurs régularisations. La méthode sélectionne les prédicteurs, fusionne les modalités de variables catégorielles et lisse les effets spatiaux. Elle traite donc simultanément plusieurs structures présentes dans les données. Ces travaux utilisent des outils algorithmiques pour produire un modèle final plus simple. La complexité intervient pendant la construction, mais le tarif obtenu doit rester exploitable par les équipes. La qualité se mesure alors par la prédiction, la stabilité, le nombre de classes et la cohérence économique des regroupements. Cette démarche illustre bien l'idée d'un actuaire augmenté. Davantage d'automatisation sans renoncer à l'interprétation. Passons au provisionnement à partir des triangles de développement. Les méthodes classiques, comme Chain Ladder, reposent sur une structure simple et restent des références par leur transparence. Deep Triangle, proposé par Kevin Kuo, traite le triangle comme une séquence. Le modèle utilise des unités récurrentes de type GRU et des couches entièrement connectées. Il peut prévoir simultanément les paiements et les charges et intégrer des informations provenant de plusieurs compagnies grâce à des embeddings. L'objectif est d'apprendre des profils de développement plus complexes que ceux imposés par Chain Ladder. Mais les triangles sont souvent petits au regard des besoins du deep learning et les résultats peuvent être sensibles aux hyperparamètres. Une amélioration de l'erreur moyenne ne suffit donc pas. Il faut produire une distribution prédictive, quantifier l'incertitude et vérifier la stabilité lors des changements de régime. Les réseaux doivent être comparés aux méthodes classiques sur des exercices hors échantillon réalistes. Le deep learning peut enrichir le provisionnement, mais il ne dispense ni de diagnostic actuariel, ni d'une gouvernance rigoureuse. Les travaux de Gabrieli montrent comment combiner réseaux de neurones et modèles actuariels de provisionnement. Le premier article
part d'un modèle de poisson surdispersé proche de chain ladder. Les effets de l'année de survenance et du délai de développement restent de présent, tandis qu'un réseau apprend des interactions supplémentaires. Une connexion directe entre le modèle classique et la sortie signifie que le réseau corrige la structure actuarielle au lieu de la remplacer entièrement. Le second modèle distingue le nombre de paiements et leur montant. Il utilise deux réseaux feed-forward, des embeddings et une couche d'attention. Cette architecture reflète mieux le mécanisme du développement des sinistres. Le coût total dépend à la fois de la fréquence des paiements et de leur taille. Ces modèles hybrides constituent une voie prometteuse. Ils conservent un socle identifiable, facilitent la comparaison avec les méthodes de référence et permettent d'analyser ce que le réseau ajoute réellement. Si l'information supplémentaire est faible, le résultat reste proche du modèle classique. Si des non-linéarités existent, elles peuvent être captées. Le provisionnement individuel change l'unité d'analyse. On suit chaque sinistre depuis sa survenance jusqu'à sa clôture. Mario Wüthrich applique un réseau de neurones à une version individuelle de Chain Ladder. Avec Maximilien Baudry, nous avons proposé une autre approche fondée sur des arbres extrêmement randomisés. La difficulté centrale est la censure à droite. À la date d'évaluation, les dossiers encore ouverts n'ont pas révélé leur coût final. Un modèle entraîné seulement sur les sinistres clos serait biaisé car les dossiers longs et coûteux sont sous-représentés. Le graphique rappelle également la contrainte temporelle. Les variables explicatives doivent être construites uniquement à partir des informations disponibles à la date de provisionnement afin d'éviter toute fuite d'informations. L'approche individuelle exploite les caractéristiques du contrat, l'historique des paiements et les actions de gestion, mais cette richesse impose une définition rigoureuse de la cible, un traitement adapté de la censure et une validation temporelle. Sans ces précautions, la granularité supplémentaire peut créer une illusion de précision. Deux autres méthodes concernent le provisionnement individuel. Lopez, Milhaud et Théron adaptent les arbres de régression au sinistre à développement long. Une pondération compense le fait que certains coûts finaux ne sont pas encore observés. L'arbre segmente alors les dossiers tout en tenant compte de la censure. Chaque feuille reste interprétable comme un groupe de sinistres présentant un développement comparable. DeLong et Wüthrich proposent un réseau qui modélise conjointement les paiements et la charge encourue. Ces deux informations ne sont pas indépendantes. L'évolution des paiements peut éclairer l'estimation de dossiers et inversement. Les prévisions individuelles sont ensuite agrégées par année de survenance afin de retrouver les indicateurs habituels du provisionnement. La gouvernance est essentielle. Un modèle individuel doit produire des diagnostics au niveau du dossier, mais aussi des contrôles agrégés par branche, exercice ou type de sinistre. La granularité doit renforcer le pilotage et rester réconciliable avec les comptes. Une meilleure prédiction individuelle n'est utile que si elle améliore également la compréhension du risque global. Cette diapositive présente deux architectures probabilistes pour les sinistres individuels. Le modèle d'Andrea Gabrieli distingue la probabilité d'un paiement futur et le montant conditionnel de ce paiement. À chaque période, il faut prévoir si un mouvement aura lieu, puis sa taille. Des embeddings représentent les variables catégorielles et les périodes de développement. Kevin Kuo propose un modèle bayésien de densité de mélange. Des réseaux LSTM encodent les séquences de flux et de statuts, puis un décodeur produit une distribution de paiement et de récupération pour chaque période future. Une distribution de mélange peut représenter plusieurs régimes, une forte asymétrie ou de nombreux montants nuls. La composante bayésienne vise à quantifier l'incertitude sur le réseau. On ne cherche plus uniquement une trajectoire moyenne, mais une distribution complète des développements futurs. Cette évolution est essentielle. Le provisionnement doit mesurer le risque autour de l'espérance. Les intervalles et les quantiles produits doivent toutefois être calibrés. Un intervalle annoncé à 95% doit contenir les réalisations futures dans une proportion effectivement proche de 95% sur des portefeuilles comparables.
La mortalité est un autre domaine où le machine learning enrichit des modèles établis. De près, Shevchenko et Wüthrich utilisent un boosting d'arbres adapté à une réponse de poisson. Ils représentent les taux selon l'âge, l'année et la cause de décès et détectent automatiquement des interactions ou des ruptures. Donatien Hainaut propose un analyseur fondé sur un réseau de neurones. Le réseau joue un rôle proche d'une analyse en composantes principales non linéaires. Il compresse la surface de mortalité dans quelques facteurs latents, puis reconstruit les taux. Un algorithme génétique optimise certains choix de structure. Ces méthodes prolongent la logique de Lee Carter, mais autorisent des relations plus flexibles entre les facteurs et la mortalité. Cette flexibilité doit rester encadrée. Les projections doivent être plausibles aux grands âges, cohérentes entre population ou cause de décès, et stables à long terme. Une amélioration sur quelques années de test ne garantit pas une meilleure projection à 30 ans. Le machine learning doit donc être associé à des contraintes démographiques et à des analyses de sensibilité. La famille Lee Carter est également enrichie par des réseaux profonds et récurrents. Nigri et ses co-auteurs remplacent certaines composantes linéaires par un réseau de neurones, tout en conservant l'interprétation en termes d'effets d'âge et d'indices temporels. Marino, Levantesi et Nigri utilisent ensuite des réseaux LSTM pour apprendre des dépendances longues et produire des projections de longévité accompagnées d'une estimation de l'incertitude. Lindholm et Palmborg s'intéressent à l'utilisation efficace des données. Le deep learning exige beaucoup d'observations, alors que le nombre d'années disponibles pour la mortalité reste limité. Il faut donc structurer les entrées, partager l'information entre âge ou population et éviter de compter plusieurs fois une information fortement corrélée. Ces travaux rappellent qu'une architecture sophistiquée ne garantit pas une meilleure projection. Le choix des fenêtres temporelles, des populations, de la régularisation et de la validation hors période est déterminant. Pour l'actuaire, la cohérence des scénarios et l'incertitude à long terme restent aussi importantes que l'erreur moyenne à court terme. Les modèles multipopulation utilisent l'information provenant d'autres pays ou portefeuilles pour améliorer une population cible. Diao, Meng et Weng proposent l'algorithme DSA, fondé sur des opérations de suppression, substitution et addition. Il explore les regroupements possibles afin d'identifier les populations qui doivent partager certains paramètres. Tsai et Cheng utilisent, pour leur part, un clustering hiérarchique. Le dendrogramme regroupe les séries de mortalité selon leur similarité. Cette logique rappelle la crédibilité. Une petite population emprunte de l'information aux populations proches, mais le transfert dépend de leur ressemblance. Les outils de sélection et de clustering rendent cette mise en commun plus flexible. La stabilité des groupes reste toutefois délicate. Deux pays peuvent évoluer de manière similaire pendant une période, puis diverger sous l'effet de politiques de santé ou de chocs particuliers. En mai 2021, la pandémie rappelle que les populations peuvent subir un choc commun avec des intensités très différentes. Les modèles doivent donc distinguer les facteurs partagés des effets spécifiques et vérifier la pertinence des regroupements hors échantillon. La détection de fraude est un usage naturel du data analytics car les fraudes sont rares, hétérogènes et souvent mal étiquetées. Bayer-Stadler, Van Dyke et Winter proposent un modèle bayésien multinomial à variable latente pour l'assurance santé. Ils distinguent plusieurs types de fraude ou d'abus et expriment l'incertitude de classification. Nian et ses co-auteurs étudient la fraude automobile avec une méthode non supervisée. Lorsque peu de dossiers sont confirmés comme frauduleux, l'algorithme cherche des observations atypiques grâce à un classement spectral et à une machine à vecteur de support non supervisée. Les clusters les plus anormaux sont ensuite signalés. Les courbes ROC illustrent le compromis entre détection et faux positifs. Trop de signalements surchargent les enquêteurs et peuvent dégrader la relation client. Trop peu laissent passer des fraudes coûteuses. Un bon système doit donc prioriser les dossiers, fournir des éléments d'explication et être régulièrement réentraîné,
car les fraudeurs adaptent leur comportement. La fraude est un problème dynamique et stratégique, pas seulement une tâche de classification. Deux extensions sont présentées ici. L'analyse du texte et celle des réseaux. Wang et Xu combinent une méthode de thème latent, appelée LDA, avec un réseau profond. Les descriptions textuelles des sinistres sont transformées en proportions de thèmes, puis intégrées avec les variables numériques et catégorielles. Le modèle exploite ainsi des informations qui seraient perdues dans une base exclusivement tabulaire. Oskars-Dottir et ses co-auteurs utilisent la structure relationnelle des dossiers. Une fraude organisée implique souvent plusieurs personnes, véhicules, contrats et sinistres reliés. Le graphe représente un réseau biparti entre personnes et dossiers. L'algorithme B-Rank propage l'information de risque dans ce réseau. Un dossier devient plus suspect s'il est connecté à des acteurs associés à d'autres dossiers suspects. Ces méthodes révèlent des schémas invisibles lorsqu'on examine chaque sinistre séparément. Elles exigent cependant une grande prudence. Une relation dans un réseau n'implique pas une culpabilité et les textes peuvent contenir des biais ou des erreurs. Les résultats doivent rester des aides à l'investigation avec validation humaine et traçabilité des signaux. Le calcul du capital de solvabilité peut nécessiter de nombreuses simulations imbriquées. Chaque scénario conduit à une valorisation des actifs et passifs, puis la distribution des pertes permet de déterminer le SCR. Le coût numérique est parfois considérable. Amirajizadeh et Jackson proposent un réseau feed-forward comme proxy. On valorise exactement le portefeuille sur un ensemble limité de scénarios, puis le réseau apprend la fonction reliant les facteurs de risque à la valeur. Il peut ensuite évaluer presque instantanément de nouveaux scénarios. Cette surface de réponse rend possible des calculs plus fréquents, davantage de stress tests et des analyses de sensibilité. Mais le proxy ne doit pas être évalué seulement par une erreur moyenne. Le SCR dépend de la queue de la distribution, précisément là où les observations d'apprentissage sont rares. Il faut donc contrôler l'erreur dans les scénarios extrêmes, enrichir le plan d'expérience dans les zones critiques et prévenir les extrapolations incohérentes. Le machine learning ne modifie pas ici la définition réglementaire du capital, il accélère le calcul. Son erreur doit néanmoins être quantifiée et intégrée à la gouvernance du modèle. La valorisation des rentes variables pose une difficulté similaire. Ces contrats comportent des garanties dont la valeur dépend des marchés, du comportement des assurés et parfois de la mortalité. Une évaluation individuelle par Monte-Carlo devient très lente pour un grand portefeuille. Amirajizadeh et Jackson entraînent un réseau sur un sous-échantillon valorisé par simulation. Le réseau estime ensuite rapidement la valeur et les sensibilités de tous les contrats. Gann et Valdez utilisent une autre approche fondée sur le crigeage et sur une régression GB2. Le crigeage prédit la valeur d'un contrat à partir de contrats représentatifs voisins. La question centrale est celle de la représentativité du sous-portefeuille d'apprentissage. Il doit couvrir les combinaisons de garanties, d'âge, d'ancienneté et de situation financière. Une zone mal couverte peut conduire à une extrapolation dangereuse. La qualité doit également être contrôlée au niveau agrégé. De petites erreurs individuelles peuvent se compenser, mais aussi s'accumuler dans certains segments. Le proxy doit donc être validé par type de contrat et pour les sensibilités utilisées dans la couverture. Je termine avec les stratégies optimales. Ici, le machine learning apprend directement une règle de décision dynamique. Le deep hedging de Buller, Gonon, Teichmann et Wood représente la stratégie de couverture par un réseau. On simule des trajectoires de marché, on applique la stratégie, puis on mesure une perte ajustée du risque en tenant compte des coûts et des contraintes. Les paramètres sont mis à jour par descente de gradient. Jin, Yang et Yin proposent une méthode hybride combinant approximation de chaînes de Markov, approximation stochastique et réseau de neurones pour des stratégies optimales d'assurance. Ces approches déplacent les exigences de validation. Il ne suffit plus de vérifier une prévision.
Il faut analyser le comportement de la stratégie dans des scénarios non rencontrés pendant l'apprentissage, sa sensibilité aux coûts et sa robustesse aux erreurs de modèle. Le message général est celui d'une hybridation. L'actuaire augmenté conserve les structures probabilistes, les contraintes réglementaires et l'expertise métier. Il utilise le data analytics pour enrichir les variables, régulariser les modèles, exploiter la granularité, accélérer les calculs et apprendre des décisions complexes. La recherche doit rendre ces outils fiables, explicables et gouvernables.